L'équipe nationale. Oui, l'équipe nationale. Monsieur Pierre est là. Voilà. Ah, Pierre est là. Voilà, et une petite signature et c'est bon. Voilà. Pierre, je vous remercie. J'écris, je signe n'importe comment. On a organisé ce petit événement simplement parce que M. Racine, si je puis m'exprimer ainsi, est une archive à lui-même. C'est un témoin de l'histoire en tout cas. C'est un témoin de l'histoire parce qu'il est né en 1914. Il a travaillé avec Pétain donc de 41 à 44. Et il nous avait donc fait ce petit livre, je fais un peu de pub parce qu'il le mérite, dans lequel il raconte son expérience aux côtés de Pétain. Et ça permet au passage de remettre les points sur les i. En plus, on est à quelques jours du 18 juin, donc ça c'est un hasard de la Providence. Donc voilà, moi je prends ça comme un honneur d'avoir pu rencontrer M. Racine, qui a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale, hein, qui a été laissé pour mort sur le champ de bataille. Il avait eu je crois qu'il s'est pris plusieurs balles dans le corps. C'est un véritable miraculé, et Dieu lui a prêté vie pour, je dirais, contribuer à la démystification de la mythologie gaulo-communiste, en fait, sur la période, hein, qui ne vise d'ailleurs qu'à diffamer la France et beaucoup d'authentiques patriotes. De Gaulle savait très bien ce qu'il faisait. Je pense que c'était un sincère patriote. Il avait un amour débordant pour la France, c'est absolument incontestable. Mais hélas, son amour pour lui-même était encore plus grand. Donc peut-être que de bonne foi, il a pensé qu'après la guerre, il pourrait mettre en place un régime qui permettrait de museler cette élite républicaine. Peut-être l'a-t-il cru de bonne foi, je ne sais pas. Mais au jeu de l'histoire, il passera pour tel, quand l'histoire sera écrite de façon impartiale, il sera le duc d'Orléans de la Révolution de 1944. Parce qu'il y a une révolution en 1944 qui a eu les mêmes phénomènes que 1789, hein, changement des élites, liquidation d'une partie d'une classe sociale, extermination, etc., etc., etc. Et donc De Gaulle, avant toute chose, et je ne dis pas qu'il a fait que des choses mauvaises, hein, quand il était président de la République, plus tard il a fait des bonnes choses, mais avant toute chose, sa responsabilité face à l'histoire, c'est d'avoir été le duc d'Orléans de la Révolution de 1944, et donc il a ressuscité les Lumières que Pétain et Weygand avaient éteintes. Et donc De Gaulle, comment vous dire, c'est le nécromancien, si je puis dire, de la République. Mais c'était pas vraiment une monarchie, c'était un régime à apparence en tout cas républicaine. Attends, en fait, il ne faut pas confondre deux choses. Il ne faut pas confondre la forme des institutions et l'esprit des institutions. Et effectivement, Pétain n'a pas rétabli une monarchie, mais ce qui était intéressant, c'est l'esprit des institutions que Pétain et Weygand avaient conféré aux institutions à venir, parce que le régime de Vichy n'était pas un régime définitif, c'était un régime transitoire pendant la période de la guerre. Mais le régime de Vichy d'une part, puis la constitution que Pétain voulait faire, qui était une constitution républicaine, avait un nouvel esprit. Et c'était un esprit qui avait rompu avec les Lumières et qui avait renoué avec l'héritage spirituel de la France. Et je tiens à le dire, cela s'est traduit notamment par un fait capital, qui est que Pétain, en avril 1943, à la chapelle Saint-Louis de Vichy, a reconsacré la France au cœur immaculé de la Vierge. Ce que Louis XIII avait fait plus de 300 ans avant. Cela veut tout dire, mais De Gaulle, hélas, a comme effacé cet acte magnifique en rétablissant la République des Lumières et la franc-poissonnerie. Voilà. Vous avez été le premier à faire signer votre livre. Est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi vous êtes venu aujourd'hui, pourquoi vous avez tenu absolument à faire signer ce livre pour vous et pour une bonne partie de votre famille aussi? Eh bien parce que tout simplement, j'ai terminé de lire le livre de Paul Racine, pas plus tard que ce matin. Ce livre qui m'a enthousiasmé parce qu'on a un témoin direct, que j'ai toujours défendu la cause du maréchal Pétain et que je voulais profiter de la présence d'un vieux monsieur qui aura 101 ans en septembre prochain, septembre 2015, un monsieur pour qui j'ai beaucoup d'estime et de considération, surtout après avoir lu son livre. Et donc je voulais avoir le privilège de le voir, de lui poser des questions et d'avoir une signature de son livre comme souvenir. Voilà, la raison. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il a, en plus des signatures, il m'a parlé de l'homme Pétain parce que je lui ai demandé la personnalité, afin de me définir en quelques mots l'homme Pétain. Il m'a dit qu'en fait c'était un homme dévoué jusqu'au bout pour
pour être consacré à la France, enfin consacré, le terme est un peu inexact, mais dans le sens dévoué jusqu'à se consumer, si je puis dire, pour citer les propos de M. Racine. Voilà, c'est ce que je voulais. Je voulais entendre un témoin direct, puisqu'il a été au contact du maréchal Pétain de 41 à 44, quasiment tous les jours, donc autant avoir son avis. Voilà. Et quel est votre avis sur De Gaulle, du coup, puisqu'on les oppose souvent, maréchal Pétain et De Gaulle? Eh bien, général de Gaulle était un homme très intelligent, qui a dit des choses tout à fait justes, mais le point négatif, le point central, il a rétabli en 1944-45 les principes de 1789, et je suis contre, c'est tout. Je vois beaucoup de jeunes à travers mes neveux ou mes filles, n'est-ce pas? Je les surprends en disant que le général de Gaulle a déserté. Et j'emploie ce mot. Et puis comment déserter? Il est parti en plein combat. Il n'avait pas d'ordre de mission. Il n'avait pas de circonstances qui le poussaient à le faire ça. Autrement que sa vision, la France était occupée. S'il fallait résister, c'est sur place qu'il fallait le faire. Voilà ce que je dis aux jeunes que je vois. Et c'est ce que je pense, car c'est la réalité historique. Que le général de Gaulle eut des qualités au-dessus du commun de beaucoup de... C'est évident. Mais quand il n'a pu les mettre en jeu, que parce que la France a été libérée par les Américains. Ce que les jeunes ne savent pas. Ils pensent que c'est la résistance, c'est de Gaulle. Pas du tout. C'est les Américains qui nous ont libérés. Après, de Gaulle est introduit. Mais qu'est-ce qui a débarqué en Normandie? Les Amerlocs. Le maréchal n'avait qu'une préoccupation, la France, c'est tout. Il constatait le fait que nous avions déclaré la guerre, et peut-être ne le savez-vous pas, car beaucoup de jeunes ne le savent pas, nous avions déclaré la guerre en violation de la Constitution de la République. Vous le savez, ça? On a déclaré la guerre, c'est-à-dire on a jeté le pays dans la guerre, c'est affreux la guerre, hein, en violation de la Constitution de la République. C'est-à-dire qu'on n'a pas demandé à l'Assemblée nationale l'autorisation de déclarer la guerre. Voilà un des mensonges sur lequel on vit depuis 70 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, il faut réhabiliter Pétain, et pourquoi? Pourquoi il faut réhabiliter Pétain? D'abord parce que c'est une figure qui a été élue par le peuple français et ses représentants à la tête du pays, n'est-ce pas? Et qu'on a déformé son rôle, ce qui revient à dire qu'on a mis à la tête du pays quelqu'un qui était en train de le trahir d'une façon ou d'une autre, ou de mal servir ses intérêts. Je considère le maréchal, dans les rapports que j'ai eus avec vous, j'étais pas directeur, j'étais un jeune chargé de mission quand même, au cabinet du maréchal, et quand mon patron, qui était le docteur Ménétrel, chef du secrétariat particulier et médecin du maréchal, s'absentait, je le remplaçais dans sa présence immédiate à la pièce de l'hôtel du Parc qui s'appelait le bureau 126, qui était à côté de la chambre du maréchal. Et je me rappelle qu'une nuit, tout d'un coup, vers 2 heures du matin, j'entends tapoter sur le mur, je me lève, je frappe à la porte de communication avec la chambre de monsieur le maréchal, je vois la pièce allumée, et puis le maréchal avec un bras derrière la tête. Je lui dis, vous désirez quelque chose, monsieur le maréchal? Non, non, merci, je réfléchis, tu peux aller. Et puis je suis rentré. À 2 heures du matin, il pensait à des problèmes graves, je ne sais pas lesquels. Je considère que le maréchal est une des plus belles figures de l'histoire de France. Car quand il a été élu, puisqu'on nous parle de démocratie, au moins qu'on en subisse les effets, hein. Quand il a été élu, il a dit à quelqu'un qui l'a servi, l'Amiron, « J'y perds ma gloire, mais je limiterai les souffrances des Français. J'y perds ma gloire, mais je limiterai les souffrances des Français. » C'est en toute lucidité qu'il est entré dans sa dépersonnalisation, si je puis dire. Vous qui l'avez connu, selon vous, quelles étaient ses plus grandes qualités et ses plus grands défauts?
Ben, je n'ai pas eu l'occasion de connaître ses défauts, parce qu'il en avait, il devait me les cacher, je pense. Il ne tenait pas à me les montrer. Mais parmi ses plus grandes qualités, il aimait la France. Mais il aimait la France. Voilà. Et il l'a aimé au point d'accepter de sacrifier sa gloire pour limiter les souffrances du pays. En 2 mots, c'est ça. Le reste, c'est de la littérature résistentialiste, gaulliste, tout ce que vous voulez. Mais en 2 mots, c'est ça. C'est lucidement qu'il est entré. Vous parliez de mensonges tout à l'heure. Vous parliez de mensonges tout à l'heure. Mensonges. Oui. Qui, selon vous, sont les responsables des mensonges depuis 70 ans? Ben, qui voulez-vous que ce soit, si ce n'est le général de Gaulle? Mais qui voulez-vous que ce soit qui a exploité une ouverture pour parler de la résistance? S'il avait voulu résister, quand il a foutu le camp à Londres, le 17 juin, il n'avait qu'à rester en France. Nous résistions. C'est ça la résistance. C'est pas au micro, de l'autre côté des Allemands. Mais les jeunes ne savent pas ça. Ils pensent que de Gaulle, on leur dit que de Gaulle est la résistance. Ils le croient. Nous, on nous a bien dit Clovis, nous le croyons. Bon, le maréchal n'était pas antisémite. Non, mais il y a des gens qui profitent d'une situation pour essayer de se pousser, mais le maréchal, en ce qui le concerne, n'était pas du tout anti-juif. Des membres de son gouvernement pouvaient être comme ça, c'était leur problème, ils trahissaient la pensée du maréchal en voulant la déformer. Voilà ce que je peux dire. Est-ce que vous avez croisé l'amiral Ouf? Oui, bien sûr, bien sûr. C'est une des plus belles figures que j'ai connues de cette époque, courageuse d'ailleurs. Bon. Et non seulement de marin, mais de français. Oui. Et au moment de l'Afrique du Nord, il a joué un rôle heureux quand même. Oui. Pourquoi avez-vous attendu aussi longtemps pour parler? Pourquoi j'attends si longtemps pour parler? Mais c'est à longueur de journée que je parle comme ça. Excusez-moi, hein, mais... Ce qui veut dire, c'est que pourquoi vous avez attendu si tard pour faire paraître ce livre? Parce que, parmi mes neveux ou filles, je ne me rappelle plus, j'ai eu l'occasion de voir des jeunes qui m'ont raconté l'histoire de France comme on la raconte aujourd'hui. Alors je leur ai dit, mais c'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. Et j'ai eu l'idée d'écrire ce livre, voilà. C'est ça. Sachez qu'il y a 70 ans qu'on vous ment, alors que votre mentalité est à laisser de côté et à vous ouvrir à des gens qui ont vécu cet effort. Hein. Non mais je veux troubler personne, mais je vis ce que j'ai vécu.